28 septembre 82. Mary Kellerman, une fille de 12 ans originaire d'Elk Grove en Californie, se plaint d'un mal de gorge et d'un rhume. Elle est rapidement emmenée à l'hôpital par ses parents et y décédera le lendemain matin. Cette situation n'est vraiment pas normale. Tout d'abord car elle n'avait apparemment qu'un rhume, mais surtout parce que dans les 2 jours qui vont suivre, 6 autres personnes vont mourir dans des circonstances bien trop similaires pour qu'il n'y ait aucun rapport entre tous ces cas. Effectivement, Adam Janus, son frère Stanley et sa femme Teresa meurent le jour suivant l'admission de Mary Kellerman des mêmes symptômes. Les heures suivantes seront tristement marquées par les mêmes événements, avec les décès de Mary McFarland, employée de banque, de Paola Prince qui travaillait dans la conciergerie, ainsi que de Mary Rayner. Aucun rapport entre ces individus? Eh bien, pas vraiment. En vérité, ils avaient tous consommé le même médicament quelques heures avant leur mort. Du Tylenol, un antalgique contenant du paracétamol, une molécule que nous avons certainement pour la plupart déjà pris pour soulager des maux de tête ou autres symptômes grippaux. Toutes ces victimes étaient pour la plupart dans un état grippal, et c'est pas cet état qui a engendré leur mort, mais plutôt le médicament qui devait soulager la fièvre. En fait, c'était pas vraiment du Tylenol. Enfin, pas que. Quelqu'un avait visiblement acheté les médicaments en magasin, pour ensuite ajouter du cyanure à l'intérieur des gélules et les ramener dans les rayons de 5 supermarchés situés proches de Chicago. Au total, 7 personnes sont mortes en 3 jours seulement. Dans les jours suivants, une entreprise rappelle plus de 31 millions de bouteilles de Tylenol pour une valeur de plus de 100 millions de dollars, ce qui en fait à ce moment-là le rappel produit le plus important de l'histoire. Et le meurtrier? Eh bien, le cas n'a jamais été résolu. Il y a eu des suspects, mais on n'est sûr de rien. Et vous avez probablement vite compris pourquoi ce cas m'a tant perturbé, pourquoi il a marqué l'histoire du true crime. Et c'est d'autant plus terrorisant qu'il s'agisse d'un cold case, d'un cas qui ne sera probablement jamais résolu. C'est avec cette affaire que j'ai compris il y a quelques années à quel point le côté irrésolu d'un mystère m'angoissait plus que tout. Le monde du cold case, c'est un univers profondément étrange, rempli d'enquêtes chaotiques, d'indices qui se contredisent, de circonstances de mort bizarrement violentes. Aujourd'hui, je vais vous les présenter, ces cas qui m'ont vraiment beaucoup perturbé. Certains peu connus, d'autres qui ont marqué l'histoire du true crime. Je me dois ceci dit de vous prévenir, cette vidéo peut s'avérer assez frustrante par moments au vu du côté irrésolu de ces cas. Je n'ai pas ici de psychologie d'un tueur ni de certitude à vous donner. Sur ce, laissez-moi vous parler de ces 6 cold cases qui m'ont véritablement perturbé. Ce jour du 23 juin 1996, un sans-abri arpente les rues de Boston dans le Massachusetts. Il fouille les bennes à ordures des supermarchés du quartier, dans l'espoir de trouver des matériaux recyclables qui pourraient lui servir. Il se trouve proche du stade de Fenway Park, lorsque son regard se pose sur une de ces bennes remplies de déchets. Il voit immédiatement ce sac poubelle noir qui dépasse, soigneusement scellé avec du ruban adhésif. Curieux de ce qui pourrait s'y trouver, il l'ouvre. Et disons les choses honnêtement, sa découverte va hanter la ville pendant de très nombreuses années. À l'intérieur du sac se trouve un torse qui a visiblement été soigneusement séparé du reste du corps. Pas de jambes ni de bassin, le corps a été bissectionné à la taille. C'est alors en état de choc complet que l'homme appelle la police qui intervient très rapidement. La scène en face de laquelle il se retrouve est absolument surréaliste. Le sac était visible de tous, étant donné qu'il était négligemment posé dans cette benne d'un quartier très fréquenté. Le corps s'est clairement vidé de son sang puisqu'il a été sectionné. Cependant, il n'a pas été démembré sur place. C'est pas possible, il n'y a presque pas de sang dans le sac. Il s'agit du corps d'une jeune femme, dont la partie inférieure n'a jamais été retrouvée à ce jour. En revanche, son identité ne va pas rester une énigme très longtemps, puisque le lendemain, une famille d'accueil de Boston signale la disparition de leur fille au père, et on peut dire que le portrait dépeint est particulièrement précis. Il s'agit de Carina Holmer, une femme suédoise âgée de 20 ans qui s'occupait depuis quelque temps des enfants du couple. La description physique mentionnant notamment ses tatouages, elle élimine tous les doutes quant à l'identité de la personne retrouvée. Avant d'aller plus loin, je tiens à mettre quelque chose au clair. Nous ne parlerons pas ici de Carina Holmer comme d'un corps dans une benne. Ça, c'est un raccourci hyper déshumanisant qu'adoraient les journaux de l'époque avides de sensationnalisme. La victime était une personne avec des rêves, une famille et qui a vu sa vie lui être brutalement arrachée. Cette vidéo va aborder des détails vraiment morbides par moments. Parfois proche de l'insoutenable probablement pour certains. Je vous demande donc de garder à l'esprit pendant toute cette vidéo que derrière chacun de ces cas, il y a des victimes et des familles brisées par un double deuil, celui de la perte d'un proche dans un premier temps et celui de voir ce proche décédé instrumentalisé puis réduit en gros titres macabres dans les médias. Si vous commentez cette vidéo pour vous exprimer sur l'un des cas, je vous prierai de vous souvenir de ça. Le corps est donc identifié comme celui de Carina et selon l'autopsie, les causes de sa mort seraient liées aux marques sur son cou.
En effet, elle semble avoir été étranglée à l'aide d'une corde. Il est aussi possible qu'elle ait été agressée sexuellement, mais on n'a pas la partie basse de son corps, c'est impossible d'en avoir le cœur net. Sa famille est rapidement alertée. Lors d'un appel dévastateur, le père de Karina demande aux officiers d'une voix brisée ce qu'il pourrait bien récupérer du corps de sa fille. Leur silence est une réponse en soi, et cette réponse, elle est plus qu'insoutenable. Mais à ce stade, on aimerait bien comprendre ce qu'il s'est passé. Et pour ce faire, remontons quelques mois auparavant. Carina Olmer vient de Skillingaryd, en Suède. Il s'agit d'une petite ville où les nuits sont calmes, presque figées, où tout le monde se connaît, vraiment, une ville tranquille. Mais Carina, elle, a soif d'évasion. C'est pour ça qu'en mars 96, elle décide de prendre un vol pour Boston. Elle embrasse sa famille à l'aéroport, n'est pas vraiment sûre d'elle et se questionne passablement sur son départ. J'espère que je fais le bon choix. Lorsqu'elle pose le pied à Boston pour la première fois, elle atterrit chez Frank Rapp, un photographe commercial, et sa femme Suzanne Nichter, artiste peintre. Ce couple aisé et très occupé de Dover, une petite ville située à 40 km de Boston, l'accueille comme fille au père, afin qu'elle s'occupe de leurs 2 enfants. Frank lui met aussi à disposition un studio, localisé sur A Street, au cœur de la vie nocturne de Boston. À ce moment-là, tout semble assez idyllique, et Carina découvre rapidement la vie nocturne de la grande ville, évidemment bien différente de celle de Skillingaryd, qui abritait à peine 15 000 habitants. L'ambiance festive des bars de la ville lui plaît beaucoup. Carina est décrite comme très sociable et c'est donc sans peine qu'elle fait la rencontre d'autres personnes au pair, pour la plupart des jeunes comme elle, ayant eu à un moment donné de leur vie soif de voyage et de liberté. Mais parfois, Carina leur laisse sous-entendre qu'elle ne leur montre que la face émergée de l'iceberg, car en parallèle, elle écrit des lettres à sa famille et à l'une de ses amies restée en Suède, une amie à laquelle elle fait part d'un, je cite, terrible événement qu'elle ne pourrait lui raconter qu'une fois être rentrée au pays. Elle explique aussi à ses parents que le rêve américain n'est pas vraiment ce qu'elle croyait et que son travail d'au pair est fastidieux. Apparemment, quelque chose lui posait vraiment problème. 3 mois auparavant, elle avait quitté la Suède pleine d'enthousiasme et d'ambition malgré ses incertitudes, impatiente de découvrir les États-Unis. Mais elle commence déjà à confier à ses proches qu'elle rentrera bien plus tôt que prévu. Là, elle a besoin de soutien, c'est assez clair. Elle a des amis, mais en vérité, lorsqu'elle rentre chez Frank et Suzanne, elle est fondamentalement seule, et ce réconfort dont elle a besoin, elle le trouvera assez vite auprès d'un policier de la ville avec qui elle entretient une relation. Sachez par contre que le nom de cet homme n'a jamais été évoqué dans le moindre rapport, gardez ça dans un coin de votre tête. Le 22 juin 96, c'est la nuit du solstice d'été, le Midsommar en Suède, une fête sacrée que Carina tient absolument à fêter à sa façon, même si elle n'est pas célébrée là où elle se trouve. Ses amis la rejoignent au studio de Frank, et leur choix pour passer la soirée se porte sur le Zanzibar, un club situé sur Boyston Place. Arrivés sur place, les basses cognent, ils dansent, rient et s'enivrent, d'ailleurs peut-être un peu trop, jusqu'aux environs de 2h du matin. Il commence à se faire tard et tous les amis de Carina souhaitent rentrer, mais malheureusement, cette dernière est introuvable. Où est-ce qu'elle a bien pu passer ? Cette question ne les obsédera visiblement pas tant que ça, puisqu'ils rentreront tous chez eux sans avoir eu de ses nouvelles, ce qui est vraiment inconscient au vu de la dose d'alcool qu'elle semblait avoir ingérée. Alors, avait-elle déjà disparu ? Théoriquement pas. Ce qu'il se serait passé, c'est qu'elle se serait endormie sur le sol des toilettes complètement ivre-morte, ce qui explique pourquoi ses amis ne la trouvaient pas. Elle aurait par la suite été mise dehors du bar par un videur, et c'est à partir de là que les témoignages vont commencer à devenir de plus en plus bizarres et flous. Et déjà, Carina était presque selon tous les témoignages complètement désorientée. Mais était-ce lié à un événement particulier ou juste à l'alcool ? C'est très difficile à dire. Une chose dont on est sûr, par contre, c'est qu'elle parlait à un homme devant le Zanzibar, un marginal pour être plus précis, Herb Withen, connu dans le quartier pour promener son chien sur Boylston Place. Il est vraiment reconnaissable, c'est le moins qu'on puisse dire, toujours accompagné d'un grand chien blanc, et surtout, puisque ce soir-là, lui et son chien portent tous deux un costume de Superman. Il est possible qu'il ait proposé de la ramener chez elle, ce qu'elle aurait refusé, et de toute façon, Herb serait simplement rentré chez lui après ça. Ensuite, elle est aperçue dansant avec un SDF dans une ruelle environnante. On la mentionne aussi montant dans une voiture avec des hommes menaçants, voulant, je cite, l'emmener à une autre soirée et poursuivre. Eh bien, c'est là que la nuit semble l'avoir engloutie. Personne ne la voit le lendemain, et personne ne la voit jusqu'à la découverte macabre faite par le sans-abri. Il faut se dire qu'à ce moment-là, pour la police, c'est vraiment un foutoir sans nom. Des témoignages incohérents et contradictoires émergent régulièrement, et la police est un peu dos au mur. Encore une fois, il faut se dire que cette affaire est partout dans les journaux depuis quelques jours, que les gens ont maintenant peur dans ces rues et qu'il y a une pression folle pour trouver rapidement un meurtrier. Herb Withen est interrogé, mais il a un alibi solide. Il a été soumis à un contrôle routier en rentrant chez lui à Andover vers 4h du matin la nuit du meurtre. Son avocat, quant à lui, affirme qu'il a de drôles d'intérêts, certes, qu'il est effectivement un marginal, mais que c'est, je cite, « juste le clown du quartier ».
pas un tueur. Il est donc rapidement écarté de la liste. Quant aux sans-abri avec qui elle dansait, il n'avait pas d'outils, ni de mobile et encore moins de lieu pour sectionner le corps et il sera donc très vite aussi rayé de la liste. Par contre, il y a des suspects auxquels on aurait dû s'intéresser bien plus tôt. Rappelez-vous, Karina sortait avec un policier de Boston. Ce dernier qui sera interrogé comme tout le monde, mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que contrairement aux autres suspects, on ne nous a jamais dit pourquoi il avait été blanchi de tout soupçon. Il était apparemment juste pas là ce week-end, et on n'a pas d'autres détails. Pourquoi l'écarter si vite ? Sa parole seule a-t-elle suffi à les convaincre ? En plus, dans les années 90, il faut savoir que la police de Boston traîne pas mal de casseroles derrière elle. Des enquêtes fédérales révèlent des policiers impliqués dans des histoires de trafic de drogue, d'extorsion. Certains auraient même couvert des affaires sordides. Bref, on peut tout à fait se dire qu'accuser un collègue était juste impensable pour eux. Et ce contexte rend évidemment le flic encore plus suspect. Mais il n'était, théoriquement, pas le seul à si bien connaître la victime. Car si la famille d'accueil de Karina a bien signalé sa disparition un peu plus tôt, son comportement face aux enquêteurs a toujours été très suspect. Le couple a tout nié en bloc, il ne savait rien des tourments que traversait Karina et de ce qu'était ce terrible événement qu'elle avait mentionné à son ami, mais après ça, silence radio. Il se terre dans le mutisme et sollicite immédiatement les services d'un avocat. D'autant plus que Frank n'a pas très bonne réputation. Pour certains, c'est un vieux type creepy qui fait des avances hyper intrusives à des filles nettement plus jeunes. Et Karina n'était de loin pas la première fille travaillant pour le couple. Elle était en fait la 6e au pair qui passait par eux. Et là, je vais juste vous expliquer un truc. Pour la sécurité des familles qui vont mettre leurs enfants entre les mains d'inconnus, le système des au-pairs est hyper réglementé et notamment aux US. Vous devez passer par une agence agréée qui vous procurera un visa de travail et qui épiera au peigne fin votre passé pour être sûr de ne prendre aucun risque. Sauf que Karina n'est jamais passée par une agence. Elle n'avait qu'un visa de tourisme et en soi, il y a certainement plein de jeunes comme elle qui veulent juste voyager et qui proposent clandestinement leurs services à moindre prix. Mais le fait est que Frank et Suzanne gagnaient extrêmement bien leur vie. Alors pourquoi prendre une fille au pair clandestine et a priori, pour beaucoup de gens, moins fiable ? Il y a peut-être bien un truc qui cloche du côté du couple, surtout que ça ne s'arrête pas là. Une benne à ordures aurait été incendiée juste derrière leur lieu d'habitation dans la semaine qui a suivi le meurtre, comme si on avait cherché à faire disparaître des preuves. Coïncidence ? Aucune idée, car le moins qu'on puisse dire, c'est que si c'était bien le motif initial pour brûler la poubelle, ça a très bien marché, la police n'a rien retrouvé à l'intérieur, juste des cendres. Impossible d'en retirer quoi que ce soit. L'hypothèse serait donc que Frank aurait fait des avances bien lourdes à Karina, avances qu'elle aurait refusées. Il est possible effectivement qu'ils se soient vus tous les deux à plusieurs reprises, puisqu'il lui mettait à disposition son studio pendant les week-ends pour qu'elle puisse être au centre-ville afin de pouvoir sortir avec ses amis. Il aurait eu peur pour son mariage et aurait décidé de supprimer Karina pour éviter ça. Mais le fait est que le plus troublant vient de Suzanne, qui en 97 expose une série de peintures dont certaines sont sincèrement à glacer le sang quand on connaît l'histoire. Une femme blonde, terrifiée face à un homme menaçant, un autre personnage armé d'une corde devant une femme couchée dans le vide, au milieu du corps, là où celui de Karina avait été sectionné, un cercle, pile au niveau de la taille. C'est vraiment perturbant et ça semble assez évident, comme le dira Suzanne elle-même, que ces toiles se rapportent à la mort de Karina. Ces toiles sont mon deuil. La mort de Karina m'a fait mal, même si je ne la connaissais que peu. Alors, véritable hommage ou expression d'un lourd secret, encore une fois, c'est impossible de savoir. On en est au point où il y a tellement de trucs bizarres dans cette affaire que le dossier sera réouvert en 2021. La police relance alors un nouvel appel à témoins 25 ans après les faits, sans succès. Et en vrai, le problème, c'est qu'il y a tellement de suspects. Par exemple, l'homme au costume de Superman a mis fin à ses jours l'année suivante, ce qui a évidemment remis de l'huile sur le feu de plein de théories qu'il voyait lui comme le meurtrier. Alors oui, il a été contrôlé pendant la nuit et était seul avec son chien dans la voiture, mais la voiture n'a jamais été fouillée. Donc difficile de vraiment l'innocenter. Certains disent même que le SDF avec qui elle dansait dans la ruelle après s'être fait jeter du Zanzibar est le même homme qui a trouvé son corps, ce qui serait évidemment la plus troublante des coïncidences. Pour d'autres, elle aurait été victime d'un tueur en série, possiblement le tueur d'Hollywood qui avait étranglé et coupé en deux, probablement avec une cite d'Elia Mendes en 99, une prostituée au passé toxicomane. Mais voici une dernière hypothèse. Plusieurs mois après le drame, la police arrête un prédateur sexuel du nom de Gregory Hummel, agent immobilier au casier judiciaire bien rempli par des agressions répétées envers des femmes. Et cette fois, il est arrêté pour tentative de viol et de kidnapping sur une femme qu'il aurait vue aux Zanzibar. Déjà, il fait évidemment un parfait suspect, on va pas se mentir. Mais en plus de ça, il habitait très près du lieu où le corps démembré avait été retrouvé. Et grâce à son métier, il avait probablement accès à plein d'appartements et de studios. Des appartements et des studios qui devaient potentiellement subir des travaux.
et qui lui permettait donc aussi d'avoir accès à des outils. En vrai, quand on entend ça, on peut facilement y croire, mais comme pour tous les autres suspects, il nous manque un truc. On n'est vraiment pas sûr que lui et Karina se soient déjà croisés. Disons que cette enquête chaotique sur un crime ultra-violent a rapidement érigé le cas de Karina Olmer en l'un des cold cases les plus brutaux et violents de l'histoire des États-Unis, aux côtés du Dahlia Noir par exemple. 3 janvier 1935, Kansas City. Aux alentours de 23h, un employé municipal du nom de Robert Lane rentre du travail. Il fait tranquillement route sur la 13e avenue lorsqu'il remarque un homme sur le trottoir qui lui demande de s'arrêter. Il est vêtu simplement d'un pantalon et d'un sous-vêtement de corps. Un peu étrange vu qu'on est en plein hiver. Mais ce qui saute directement aux yeux de Robert, c'est que l'homme semble complètement déboussolé. Il explique qu'il vient de le confondre avec un taxi dont il a urgemment besoin pour se rendre sur la 12e avenue. Il s'excuse alors auprès de Robert avant de jeter un regard nerveux autour de lui, comme s'il était suivi, mais demande tout de même à son interlocuteur s'il n'aurait pas le temps de le conduire à sa destination, chose que ce dernier accepte. Sur le chemin, l'homme paraît de plus en plus nerveux et Lane remarque alors qu'il est blessé. Genre pas d'une petite égratignure, non, du sang coule abondamment de son bras gauche qu'il essaye timidement de dissimuler. Lorsque son chauffeur lui demande ce qui lui est arrivé, l'homme transpire encore plus et laisse échapper une inquiétante déclaration. « Je vais le tuer demain ». Robert en a assez entendu, il écourte la conversation et fonce à sa destination. Arrivé sur place, l'homme mystérieux disparaît derrière les portes de la voiture d'un vrai taxi cette fois-ci, laissant l'employé municipal seul avec une tonne de questions. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il se reverrait très vite, seulement 2 jours après même, sauf que ce sera à la morgue et que l'homme sera mort. Ok, lorsque Lane a déposé l'individu sur la 12e avenue, il faut savoir que ce dernier séjournait déjà à Kansas City depuis plus de 24 heures et que malgré son comportement troublé, erratique, voire paranoïaque, il n'a pas mis grand-chose en œuvre pour se montrer discret. Et depuis son arrivée, il est au centre d'une quantité folle de questions que se pose le personnel de l'hôtel President dans lequel il passe la nuit. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il leur a fait forte impression, du début à la fin. En fait, lorsqu'il est arrivé le 2 janvier en début d'après-midi, soit le jour précédent l'histoire avec Lane, il paraissait déjà un peu nerveux. Il était propre sur lui, habillé d'un pardessus sombre et d'un costume 2 pièces sobre mais élégant, et il se mit directement à critiquer le prix des hôtels voisins, expliquant que le prix avantageux est ce qui différenciait le President des autres hôtels environnants, tous trop chers selon lui. Mais rapidement, la discussion prend une drôle de tournure, et la raison de son stress semble lui être revenue à l'esprit. Il demande une chambre dans les hauts étages du bâtiment, et aussi, second critère important, une chambre sans la moindre vue sur la rue, comme s'il voulait se cacher de quelqu'un ou de quelque chose. De plus, il réserve 2 nuits, mais n'a aucun bagage avec lui. Il est assez clair que l'homme ne fait que passer, et qu'il s'en ira probablement le surlendemain. Le réceptionniste peut sans problème lui offrir ce qu'il demande, la chambre 1046 située au 10e étage est disponible. Le nouveau client procède au check-in et s'enregistre en tant que Roland T. Owen. Randolph Probst, un groom de l'hôtel, le guide jusqu'à sa chambre. Owen y pose un peigne et de quoi se brosser les dents avant de quitter la pièce en même temps que le groom. Et c'est à partir de là que tout va devenir bizarre et que le comportement d'Owen va commencer à puissamment préoccuper le personnel du President. En fait, pendant l'après-midi, Mary Soptic, femme de chambre assignée au 10e étage, a pour tâche de changer les linges de tout l'étage. Son après-midi est donc tout à fait normal, jusqu'à ce qu'elle toque à la porte de la chambre 1046. N'obtenant aucune réponse, elle entre. Et là, elle voit Owen assis sur une chaise au fond de la pièce, ou plutôt, elle ne le voit pas, puisque la chambre est plongée dans la pénombre, tristement éclairée par la lueur d'une petite lampe de table qui lui permet de vaguement le distinguer. Elle lui explique qu'elle ne fait que son travail, qu'elle vient prendre les linges et qu'elle s'en ira une fois sa tâche terminée, ce qu'Owen accepte. Il se lève de sa chaise, s'empare de l'un des seuls objets qu'il a amené avec lui, son peigne, et commence à se coiffer tout en ordonnant à Soptic de ne pas fermer la porte à clé, car il attendrait des amis, selon ses dires. Il se dirige ensuite vers la porte et disparaît dans les couloirs de l'hôtel. À ce moment-là, son comportement est déjà plus qu'étrange, mais sachez que ce n'est que le début d'une longue série d'interactions perturbantes et incohérentes entre ce dernier et le personnel du President, puisqu'en fin d'après-midi, Soptic revient pour ramener de nouveaux linges, et découvre alors Owen dans un état second. En fait, il est complètement habillé sur son lit fait, et ne répond pas à ses questions comme s'il venait de s'endormir alors complètement ivre-mort. Une fois de plus, son but n'est pas de le déranger. Ivre-mort ou pas, il reste un client comme les autres. Il a le droit au même service. Elle remplace alors les linges, le laisse paisiblement dormir et s'en va sans fermer la porte, se rappelant de sa demande lors de son premier passage. Le lendemain, les événements prennent une tournure encore plus inquiétante.
Owen ne touche pas son petit déjeuner qu'il vient de commander, et la matinée se poursuit comme la veille de la tournée des chambres de Soptic, qui se retrouve à nouveau en face de la 1046. Ceci dit, tout n'est pas vraiment comme la veille, car son locataire a probablement quitté la chambre dans la matinée. Ça semble évident, car la porte est fermée à clé, mais elle peut l'ouvrir, et les serrures du President ne pouvaient s'ouvrir, si verrouillées de l'intérieur, qu'avec une clé spéciale que les femmes de chambre n'avaient pas. Sauf qu'en entr'ouvrant la porte, une voix familière se fait entendre. Owen est bien là, encore une fois, assis dans la pénombre, sur la même chaise que la veille, et il est au téléphone avec un homme qu'il appelle Don. « Non, j'ai pas faim, Don. J'ai déjà déjeuné. » Ce nom commencera gentiment à résonner dans les couloirs de l'hôtel du côté des employés, car il ne semble pas être anodin. Soptic l'a déjà entendu, ou plutôt elle l'a déjà vu, écrit sur une note manuscrite qui était posée sur une table lors de l'une de ses visites le jour précédent. Mais le fait est qu'elle ne peut pas interrompre son travail, elle s'exécute, et une fois le téléphone raccroché, Owen lui demande si l'hôtel est résidentiel. Comme si cet appel venait de le convaincre de rester plus longtemps, comme si une menace planait sur lui à l'extérieur, mais qu'ici, il avait foi en sa sécurité. Pourtant, on dirait bien que la porte a été fermée de l'extérieur. Bizarre, on l'aurait donc enfermée ? La dernière venue de Soptic sera pendant sa tournée de l'après-midi. Rappelez-vous, elle vient changer les linges récupérés le matin aux alentours de 16h. Elle toque une énième fois dans l'attente d'une énième interaction troublante avec Owen, mais cette fois-ci, c'est pas lui qui répond, mais une voix bien plus grave que la sienne, au ton beaucoup plus agressif. « C'est pourquoi ?» Soptic lui répond alors qu'elle vient ramener les linges, ce à quoi l'inconnu répond froidement « Nous n'en avons pas besoin. » Ce qui ne fait absolument aucun sens. Si, ils en ont besoin car Soptic a retiré ces mêmes linges durant la matinée. C'est vraiment étrange, mais les ordres des clients sont les ordres. Si le locataire d'une chambre veut être tranquille, alors soit, elle laissera le client être seul. Mais peut-être que cette fois, elle n'aurait pas dû si bien faire son travail. Pourquoi ? Eh bien parce que le lendemain, tôt dans la matinée, une certaine Della Ferguson qui s'occupe des téléphones des chambres remarque que le bouton lumineux lié à celui de la 1046 est allumé, mais il lui est impossible de contacter son locataire. Il est déjà en appel, mais il semble l'être depuis un moment étrangement long. Il est donc probable qu'Owen ait juste oublié de raccrocher, et c'est un peu problématique pour le bon fonctionnement du service de l'hôtel. Si quelqu'un a une urgence, le personnel doit en être informé. Il faut donc éviter à tout prix que le bouton lumineux reste allumé, car tout le monde croira qu'il y a urgence dans la chambre 1046. Probst est envoyé à l'étage. Il toque à la porte d'Owen qui lui dit d'entrer d'une voix tremblante, sauf que Probst n'a pas son passe-partout. Il se contente donc de demander à travers la porte de raccrocher le téléphone, puis s'en va. Sauf qu'à ce moment-là, Owen ne raccroche pas le combiné, ce qui commence vraiment à agacer Ferguson, qui ordonne alors à un second groom d'aller voir ce qu'il se passe vraiment dans la chambre. Et c'est simple, il ne s'y passe sensiblement rien. Owen semble s'être remis une cuite, il est toujours ivre-mort, allongé nu dans l'ombre des rideaux. Cette fois, le groom est dans la chambre. Il peut donc remettre en place le combiné, et normalement, à ce moment-là, tout est bon du côté de l'hôtel. Owen dort encore, la location de sa chambre se termine dans la journée, il quittera certainement le President dans la matinée ou dans l'après-midi, et son personnel n'entendra plus jamais parler de lui. Si seulement, aux alentours de 11h, le voyant lumineux du téléphone de sa chambre n'était pas encore allumé. Là, c'est vraiment la fois de trop. Owen était bizarre dans ses agissements, mais il s'était toujours montré poli et respectueux durant le séjour, et selon les grooms, il serait vraiment ivre-mort au point de ne plus quitter son lit depuis la veille. Là, ça ne fait pas de sens. Ça correspond vraiment pas à l'image qu'il renvoyait. Il se passe clairement quelque chose dans cette chambre depuis déjà une journée. Quelque chose de vraiment anormal. Probst monte une dernière fois. Il est indiqué sur la porte de ne pas déranger, mais c'en est assez. Owen a déjà assez dérangé le personnel de l'hôtel pendant les dernières heures. Ce qu'il va trouver derrière la porte, eh bien, l'une des scènes de crime les plus énigmatiques du XXe siècle. Juste derrière, là, dans l'obscurité, à moins de 2 mètres de Probst, Owen est à 4 pattes, la tête couverte de sang, les poignets liés. Probst allume la lumière et se rend alors compte que les murs de la chambre sont maculés de sang. Quand il revient avec de l'aide, la porte ne s'ouvre plus. En fait, Owen vient de s'effondrer juste devant. Il réussit, sur demande des grooms, à reprendre ses esprits et à s'asseoir sur la baignoire. La police arrive, entre dans la chambre, lui demande ce qui lui est arrivé et c'est dans un état complètement délirant qu'il répond « Il ne m'est rien arrivé. Personne ne m'a fait ça. C'est juste un accident. Je suis tombé dans la baignoire. » Tombé dans la baignoire ? Genre vraiment ? C'est quoi tout ce sang alors ? Et pourquoi Owen en est couvert ? Ça c'est une question complexe. Vraiment complexe, car ce dernier tombe inconscient dans la minute qui suit et ne se réveillera jamais, mourant des suites de son accident dans les heures suivant son admission à l'hôpital, après qu'une femme mystérieuse ait tenté de le contacter pour avoir de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé dans la chambre 1046 ? Owen était-il traqué depuis le début, et si oui, était-ce par cet homme du nom de Don ? Cette affaire est l'une des plus bordéliques de l'histoire, laissez-moi vous le dire de la sorte.
Elle est remplie à tous les niveaux de coïncidences bizarres, comme si la simple arrivée d'Owen à l'hôtel President de Kansas City était déjà une forme d'appel à l'aide. Pour commencer, on pourrait essayer de comprendre qui il était. On pourrait chercher des liens de parenté, on a bien son nom. Eh bien, pas vraiment. Roland T. Owen n'existe pas, et lorsque le portrait de ce dernier sera montré à la réception de l'un des fameux hôtels voisins qu'il avait critiqué pour son prix, le prestigieux hôtel Muehlbach, les réceptionnistes seront unanimes. Ils ont déjà vu cet homme, ils l'ont déjà vu dans leur propre hôtel. Mais pour eux, il ne s'appelle pas Roland T. Owen, mais Eugene C. Scott. Attendez, quoi? Est-ce que ce serait pas là la suprême confirmation de sa paranoïa? Dormir dans 2 hôtels séparés de moins d'1 kilomètre en dissimulant à chaque fois sa vraie identité? Il voulait pas qu'on le trouve, ça c'est clair, mais visiblement il voulait pas non plus qu'on l'aide. Il avait peur de cette menace au point d'être convaincu de devoir l'affronter seul. Le visage de cet homme, qu'on va continuer d'appeler Owen pour la clarté de la narration, sera placardé partout. Ce meurtre bizarre qui semblait dissimuler quelque chose de bien plus grand a évidemment obsédé les médias de l'époque. Le mystère était bien trop épais pour ne pas communiquer dessus, et vu que tout le monde était déjà en train de le faire, il fallait vite se mettre à la page. En très peu de temps, toute la ville aura imprimé le visage de l'inconnu de la chambre 1046 dans sa psyché. Mais pas vraiment tout le monde, dans la mesure où un certain Robert Lane, employé municipal, l'avait déjà imprimé 2 jours auparavant. Et arrivé à la morgue dans le but de témoigner, il en aura le cœur net. Le corps avait une cicatrice au bras gauche, aucun doute, c'est bien l'homme qui l'a pris dans sa voiture 2 jours auparavant. Il n'a donc pas réussi à tuer sa cible, et elle semble quant à elle avoir gagné. Vous vous en doutez déjà, mais je me dois de le préciser, c'est absolument impossible qu'Owen se soit fait ça tout seul comme il le dit. Déjà, il avait les mains et les poignets liés, il avait même été ligoté si fort que le serrage avait entaillé sa peau, il était blessé au visage, au cou, mais pas seulement, il avait visiblement été violemment poignardé au niveau du torse, si violemment que la lame avait perforé l'un de ses poumons. L'analyse des taches de sang qui tapissaient la chambre put aussi révéler que l'attaque avait eu lieu très tôt dans la matinée du 4 janvier, soit aux alentours de 4 heures du matin. Et ça veut dire que quand les 2 grooms sont venus lui rendre visite pour qu'il raccroche le téléphone, il était déjà en train de se vider de son sang. Il ne répondait pas parce qu'il était sous, mais parce qu'il était dans un tout autre état de conscience modifié. Ses forces quittaient déjà progressivement son corps. Alors ça ne veut en rien dire que l'un d'eux est coupable du crime. Rappelez-vous, Owen était dans une obscurité quasi complète et avant de le découvrir agonisant derrière la porte, aucun des 2 hommes n'avait allumé la lumière. L'un n'étant pas rentré dans la chambre et l'autre s'étant contenté de remettre en place le téléphone. Mais en vrai, c'est bien mignon d'essayer de trouver un meurtrier, mais pour l'instant, c'est toujours impossible d'identifier le mort. Et les témoins ne feront que mettre de l'huile sur le feu d'un mystère déjà bien épais. Un individu le prendra par exemple pour son cousin qu'il n'avait pas vu depuis des années, avant que la sœur de ce dernier ne lui explique qu'il était en fait décédé 5 ans auparavant, et dans l'ensemble, ces tentatives d'identification ne feront que brouiller les pistes. Mais en vrai, il y a un élément que je vous ai gardé secret pour le moment. En début de soirée, le soir de la mort d'Owen, une femme se serait présentée à la réception du President. Elle était déjà venue ici avec à chaque fois des hommes différents, et pour le personnel, c'était une escorte. Aucun problème à ce niveau-là, tous les clients doivent être traités de la même manière. L'opérateur des ascenseurs de l'hôtel la guide jusqu'au 10e étage où elle doit rejoindre quelqu'un, mais 5 minutes plus tard, il la recroise dans le hall de l'hôtel. Elle affirme s'être trompée de chambre, que son client qu'elle avait l'habitude de retrouver dans la chambre 1046 était en fait peut-être dans la 1024. Attendez, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Les 2 chambres sont au même étage. Elle fut encore aperçue un peu plus tard, en fin de soirée, avec un homme avec qui elle reprit l'ascenseur depuis le hall d'entrée en direction du 9e étage. Pourquoi ? Aucune idée. Le fait est qu'elle quitte le President aux alentours de 4 heures du matin, et l'homme avec qui elle était suivra 15 minutes plus tard, affirmant à l'opérateur des ascenseurs qu'il n'arrivait pas à dormir. 4 heures du matin ? Ça aussi, ça concorde étrangement avec l'heure du meurtre, mais c'est pas fini, car le personnel de l'hôtel et les locataires de la chambre 1048 auraient confirmé un énorme afflux au 10e étage. Des gens sortaient, rentraient, s'engueulaient violemment dans les couloirs, bref, c'était pas une soirée classique pour l'hôtel. Il y avait un boucan du diable autour de la chambre 1046. Malheureusement, ça nous éclaire pas des masses, car il semblait bien y avoir une fête dans la chambre 1055 et que de toute façon, selon le témoignage de Lane, Owen n'était rentré que bien après que la femme ne quitte le 10e étage. Ça, c'est en admettant qu'ils disent vrai, et en lui accordant tout le crédit du monde. Mais en vrai, ça peut faire sens, puisque si personne n'a confirmé avoir vu Owen dans les corridors du President ce soir-là, des témoins ont bien confirmé sa présence sur la 12e avenue, proche de là où l'employé municipal l'avait déposé. Qu'est-ce qu'il y faisait ? Eh ben, il était en compagnie de 2 femmes inconnues. Gardez ça dans un coin de votre tête, ça sera important pour la suite.
Ce qui fait un tout petit peu moins sens à ce niveau-là, par contre, c'est qu'on aurait largement pu croire au moment où Lane l'a déposé et qu'il est monté dans un second taxi qu'il se serait rendu bien plus loin que la 12e avenue, à une destination où Robert aurait refusé de l'emmener. Mais pourtant, il semble juste avoir demandé au taxi de continuer sur la même rue. C'est vraiment bizarre, mais ça reste probable quand on sait qu'il avait séjourné dans 2 hôtels séparés de moins d'1 kilomètre en utilisant à chaque fois un pseudonyme. Bon. Maintenant, vous savez tout sur le postulat de base de l'affaire. Je vais gentiment pouvoir commencer à vous livrer les plus étranges éléments sans prendre le risque de vous embrouiller. Les funérailles d'Owen seront rapidement organisées et tout semblait se passer de la plus normale des manières, du moins jusqu'à ce qu'un donateur mystérieux fasse part lors d'un téléphone à la société mortuaire de sa volonté de prendre en charge les funérailles. Quelqu'un semblait donc le connaître, ou du moins savoir pourquoi il avait été assassiné. L'homme envoya l'argent dans une enveloppe, les frais furent couverts et une fois l'homme enterré, quelque chose d'encore plus bizarre arriva. Des fleurs furent déposées sur sa tombe, accompagnées de quelques mots. « Je t'aimerai toujours, Louise ». Les inspecteurs de police se mirent alors à attendre aux abords du cimetière, mais personne ne revint jamais déposer quoi que ce soit. Il n'était peut-être finalement pas si bien aimé des siens? Ou sommes-nous peut-être juste passés à côté de quelque chose? Eh bien, laissez-moi vous dire que oui. Évidemment qu'on est passé à côté de quelque chose. Puisque plus d'une année plus tard, une femme contacte la police. Elle affirme connaître l'homme qu'elle voit allongé à la morgue dans ce journal que lui tend son ami. Et cet homme, c'est pas n'importe qui pour elle, c'est Artemus Ogletree, son propre fils âgé de 19 ans, porté disparu depuis décembre 1934, soit 1 mois avant le drame. Elle tomba de très très haut. Elle n'avait aucune idée que son fils était mort, et encore moins qu'il était mort en janvier 1935, car jusqu'en août de la même année, il continuait de lui envoyer des lettres pour lui donner de ses nouvelles. Quelqu'un s'était donc fait passer pour lui, pour faire croire à sa mère qu'il était encore en vie. Ça n'a aucun sens, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Pourtant, on dirait bien que c'est ce qu'il s'est passé. Ruby Ogletree n'ayant jamais revu son fils, et surtout ayant remarqué un changement dans les lettres. L'écriture avait légèrement changé, et correspondait étrangement, désormais, à un homme du nom de Joseph Martin, qui utilisait l'alias Donald Kelso, qui ne sera connu qu'un peu plus tard, après avoir tué un homme avec qui il partageait une chambre d'hôtel. Donald Kelso comme Don? Ça serait donc lui qui aurait appelé la société mortuaire, qui aurait tué Artemus avant de se faire passer pour lui? En vrai, c'est possible. Sûr de loin pas, mais possible oui. Et d'ailleurs, j'ai volontairement omis une information cruciale par rapport à ce fameux appel. Le généreux donateur ne fit pas seulement part de son envie de prendre en charge les funérailles d'Ogletree, mais aussi de sa vision du meurtre. Selon lui, Artemus aurait trompé sa fiancée avec une autre femme, et en le découvrant, toutes deux se seraient liguées contre lui pour se venger. Il se serait alors allié à elle, affirmant que les trompeurs obtiennent toujours ce qu'ils méritent. Ça fait vraiment écho au témoignage des passants, qui l'aurait aperçu sur la 12e avenue en compagnie de 2 femmes. Elle l'aurait peut-être confronté, il n'aurait pas reconnu ses torts, et les 2 femmes auraient mandaté ou se seraient alliées à ce fameux Don pour lui régler définitivement son compte. J'ai envie de vous dire qu'on est sûr de ça, mais malheureusement, si cette affaire est si complexe, c'est bien car tant de témoignages coïncident de manière si bizarre tout en se contredisant, ce qui amènera les gens à théoriser au fil du temps sur tous les aspects de l'affaire. Don était pour certains un titre lié à la mafia ou à des activités criminelles, la mafia de Kansas City étant particulièrement active à cette époque-là. À ce moment-là, Artemus se serait peut-être embrouillé avec cet homme qui aurait décidé par la suite de régler définitivement ses affaires avec ce dernier. Peut-être que la femme et l'homme partis le soir du meurtre aux alentours de 4 heures auraient vraiment perpétré le massacre. Ça expliquerait peut-être les allers-retours en ascenseur. La femme ne cherchait peut-être pas une chambre, mais quelqu'un. Et ça expliquerait aussi leur départ à 4 heures du matin. Ils auraient dû attendre plusieurs heures qu'Ogletree revienne de la 12e avenue pour le tuer. Voilà encore des questions qui resteront éternellement en suspens. C'est l'une de ces affaires qui porte vraiment bien son titre de Cold Case, et une enquête qui continuera certainement à fasciner les enquêteurs du monde entier pendant de nombreuses années. À partir des années 60, le monde commence à lever les yeux vers le ciel, avec le réel espoir qu'un jour, un humain pose le pied sur la Lune et se rende là-haut. On était en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontaient pour être chacun les premiers à fouler le sol de la Lune, mais la vérité c'est qu'en dehors des laboratoires du Kremlin ou de la NASA, cette obsession pour l'espace a surtout généré de nombreuses questions, et notamment, qu'est-ce qu'il se passe vraiment là-haut? Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? On peut dire que cette fascination pour le cosmos, amplifiée par le contexte de guerre froide, a été à la base d'une réelle vague de paranoïa dans ces années-là. Partout dans le monde, des gens se sont mis à affirmer avoir vu des engins volants bizarres,
des lumières éblouissantes venues du ciel ou des mouvements d'avions qui ne feraient pas le moindre sens. Mais avant de continuer, je me permets juste un léger disclaimer. C'est important de préciser qu'à aucun moment je ne remets en cause l'existence des ovnis. Effectivement, ovni ne va pas forcément de pair avec extraterrestre. Il suffit simplement d'observer un objet volant que l'on n'arrive pas à identifier pour que ça corresponde littéralement à la définition d'un ovni. Ceci dit, on peut douter de certains témoignages apparus dans ces périodes de panique morale qui ont suivi les événements de Roswell au Nouveau-Mexique, soit le premier événement du type largement médiatisé, où en 1947, une prétendue soucoupe volante se serait écrasée dans le désert, alimentant alors énormément de théories sur ce que le gouvernement américain pourrait cacher à ses citoyens. Certains supposaient par exemple que les débris étaient bien des débris extraterrestres et qu'ils auraient été cachés dans la fameuse zone 51, pourtant construite 8 ans plus tard. C'est à peu près à partir de cet événement que les observations d'ovnis vont exploser. Peut-être à cause de la paranoïa, peut-être simplement parce que les gens ont commencé à regarder vers le ciel avec plus d'attention et ont commencé à voir des trucs qu'ils ne remarquaient pas avant. Sachez par contre que les États-Unis n'ont de loin pas été le seul pays en proie à cette fascination, puisque lorsque ces témoignages ont commencé à exploser, ils ont notamment explosé au Brésil, qui est rapidement devenu un aimant à phénomènes inexpliqués venus du ciel. Parmi les cas les plus marquants, il y a eu celui de l'île de Trinidad, en 1958, où un photographe avait alors capturé des images d'un objet circulaire rougeoyant dans le ciel, des photos qui auraient ensuite été authentifiées par l'armée brésilienne. Il faut se dire que ce cliché a encore provoqué une énorme panique morale au Brésil. Il a certes été entre guillemets certifié par l'armée, mais surtout cette dernière a juste après classé l'affaire sans suite, et ce sans la moindre explication. Tout ça pour vous dire que le Brésil a une sacrée histoire avec les ovnis, et que ce soir d'août 66, lorsque cette lueur orange brumeuse illumine les collines de Niterói, une ville côtière de l'état de Rio, le phénomène n'attire l'œil que de quelques curieux. Rien de plus. Déjà, pas grand monde ne regardait à ce moment-là cette colline isolée, et de toute façon, les journaux narraient régulièrement des récits bien pires. Il suffisait d'amplifier et d'extrapoler un témoignage un peu flou, et les gens se fascinaient pour l'article qui finissait presque par être fictif. Bref, ce phénomène n'avait rien d'entre guillemets vraiment extraordinaire. Il ne dépassait pas la shock value de ces semi-fictions, et de toute façon, cette apparition n'avait aucun impact. Du moins en apparence, car ce que presque personne n'avait remarqué, c'était ces deux hommes qui remontaient le flanc de la colline quelques heures plus tôt. Et si les lumières orangées pouvaient déjà sembler étranges, le destin de ces deux individus le sera encore plus. Ce soir-là, il s'est vraiment passé un truc incompréhensible. Dans l'après-midi du 20 août, Roré da Costa Alves remonte les flancs des collines ensoleillées de Niterói pour faire du cerf-volant. Il grimpe au sommet, l'endroit est magnifique, le soleil illumine les toits ensoleillés de la ville côtière. Mais quelque chose le dérange, une odeur immonde qui émane de sous un arbre. Il s'approche et fait une découverte pour le moins macabre. Deux hommes sont couchés sous l'arbre. Ils ne font pas une sieste, non, ils sont même dans des états de décomposition avancés. Mais le plus bizarre, c'est qu'ils portent tous deux le même imperméable, le même costard et surtout le même masque. Des masques un peu étranges, semblant être des plus artisanaux, découpés maladroitement dans une feuille de plomb. Roré dévale immédiatement la colline pour aller prévenir la police, qui n'arrivera que le lendemain pour prendre des photos de la scène et réaliser des croquis. Déjà, il n'y a aucune trace de lutte, ni arme, ni forme de quelconque radiation. Les masques sont examinés, ils sont en plomb pur, complètement opaques et ont été faits maison, visiblement dans le but d'éviter de voir quelque chose ou de se protéger de quelque chose. La colline recèle aussi d'autres secrets, comme un appareil électronique bizarre, cette note cryptique trouvée à proximité qui n'aurait pas été écrite de leurs mains et qui mentionne ceci. À 16h30, se trouver à la localisation convenue. À 18h30, avaler les pilules et après effet, se protéger le visage avec les masques et attendre le signal. Mais il s'y trouve aussi des pièces d'identité et une bouteille d'eau, probablement destinée à avaler les dites pilules. C'est donc sans difficulté que les deux corps sont identifiés. Il s'agit de Manuel Pereira da Cruz et de Miguel José Viana, tous deux mariés, pères de famille et tous deux ingénieurs en électronique. En revanche, si leur identité n'a pas été très dure à déterminer, il n'en va pas de même pour les causes de leur mort. Ils n'ont pas été violentés, aucune trace de ces dites pilules ne se trouve dans leur estomac. Vraiment, c'est une énigme. Comment sont-ils morts et que faisaient-ils sur cette colline super éloignée ce soir-là, tous deux habillés de la même façon et semblant chercher à cacher leur vision de quelque chose? Alors, c'est possible qu'on les ait tués, mais comment et pourquoi? Il y avait une localisation convenue dans le message. Devaient-ils rencontrer quelqu'un lors d'un rendez-vous mafieux et ça aurait mal tourné? C'est peu probable, encore une fois, ils n'étaient pas blessés. Par contre, la police va rapidement aller fouiller l'atelier qu'ils occupaient tous les deux et vont remarquer que les deux ingénieurs travaillaient sur des projets. Et leur mort a peut-être un rapport avec ces projets, un rapport avec ces journaux ésotériques trouvés chez eux. Ils faisaient clairement une fixette dessus, ils y avaient frénétiquement souligné des mots, ils documentaient des recherches, attendaient des signaux venus d'ailleurs et voulaient se protéger de lumières intenses. C'est bizarre, vraiment bizarre, surtout quand on apprend que
C'est pas la première fois qu'un homme est retrouvé aux abords de Rio dans des circonstances similaires, puisque 4 ans plus tôt, sur les collines escarpées de Neves, Hermes Luis Feitosa, technicien en télévision, avait été retrouvé sans vie, et ce sans le moindre signe de violence. Il était vêtu d'une tenue formelle, s'intéressait lui aussi aux phénomènes paranormaux, et surtout, il portait également un étrange masque artisanal en plomb. Il avait quitté son domicile un peu plus tôt, déclarant qu'il voulait capturer des signaux radio. Ces similitudes sont assez évocatrices, non ? Dans le cadre de la mort de Manuel et Miguel, les témoins vont affluer. Plusieurs personnes déclarent avoir vu des lumières anormales dans le ciel près de la colline dans les semaines précédentes, ainsi que 2 hommes le fameux soir du 17 août qui pointaient le ciel. Un témoignage est encore plus révélateur, celui d'un homme du nom d'Elcho Gomez, qui se décrit comme un ami de Manuel et Miguel. Il explique que tous deux appartenaient à un groupe spiritualiste, qui utiliserait des molécules psychédéliques dans le but de contacter des entités venues d'ailleurs. Ce dernier est immédiatement soupçonné pour des raisons évidentes. En effet, sa femme affirme que c'est lui qui les a poussés vers la passion du paranormal, et il pourrait être ce 3e homme, cette personne qu'ils auraient dû rencontrer au sommet de la colline. Non, en vrai, non, il n'était pas à Niterói le soir de la mort de Manuel et Miguel. Par contre, il a peut-être raison, et s'il s'agissait d'une overdose rituelle. Reprenons les événements. Selon la femme de Manuel, il aurait quitté son domicile le 17 août dans la matinée, pour, je cite, acheter une voiture d'occasion et des composants pour leur atelier à Sao Paulo avec Miguel. Il aurait alors emporté l'équivalent de 1 000 $ actuels, pendant que Miguel informait sa famille de la même chose. Ensuite, on retrouve leurs traces vers 14h30 à Niterói. Ils y seraient arrivés en bus, ils n'avaient donc évidemment pas tout dit à leur famille, ils ne sont jamais allés à Sao Paulo et l'argent n'était donc ni pour des composants, ni pour une voiture. Ils portaient à ce moment-là déjà les costumes, mais la pluie allait bientôt s'abattre sur Niterói, raison pour laquelle ils achetèrent les imperméables. La bouteille d'eau retrouvée près de leur corps avait été achetée dans l'heure, dans un bar où ils en profitèrent pour démonter leur chemin vers le Morro do Vintém, soit le lieu de leur décès. À ce moment-là, tous deux semblaient vraiment stressés par le temps. Ils ne cessaient de regarder leur montre et l'un des deux aurait quelques minutes plus tard été vu dans une voiture avec 2 inconnus. Après, on n'a pas trop le choix de se fier au dire de Gomez et à la note cryptique. Vers 16h30, les 2 hommes gravissent la colline dans le but de se rendre sur les toits de Niterói. Vers 18h30, ils absorbent les supposées substances psychédéliques pour induire un état de transe, alors équipés des masques de plomb pour se protéger des luminosités intenses mentionnées dans les écrits de l'atelier, qui ne pouvait apparemment être évité qu'à l'aide de plomb placé devant les yeux. Il serait ensuite mort selon l'autopsie 3 heures plus tard sous le soleil couchant de cause mystérieuse. Particulièrement mystérieuse même, quand on sait qu'une témoin a affirmé avoir vu au même moment un objet orangé ovale qui montait et descendait verticalement au-dessus de la colline en question. Maintenant, on pourrait se dire qu'on a le fin mot de l'affaire, mais il y a 2 zones d'ombre qui me font me dire qu'on n'a vraiment rien compris. Déjà, c'est assez improbable de faire une overdose avec la plupart, pas toutes, mais la plupart des molécules psychédéliques. Un bad trip qui pousse à des comportements dangereux, ça oui, mais on est en pleine nature. S'ils s'étaient perdus dans leur trip, ils auraient difficilement pu garder leur calme au point de garder les lunettes sans branche sur leurs yeux et de rester couchés côte à côte. En plus de ça, vous vous rappelez de l'argent de la voiture. La voiture était effectivement un mensonge, mais Manuel avait bien pris l'argent avec lui. Sauf que cet argent, ils ne l'ont jamais dépensé et ils ne l'avaient pas sur eux quand on les a retrouvés. Alors, c'est possible qu'ils se le soient fait voler, mais laissez-moi vous donner une dernière théorie. Il y a déjà eu, dans l'histoire, des sectes responsables de suicides collectifs. Heaven's Gate, par exemple, en 70, qui promettait à leurs adeptes qu'ils rejoindraient un vaisseau spatial transportant Jésus après s'être donné la mort. Peut-être donc qu'un mouvement similaire aurait bien existé quelques années auparavant au Brésil, comme le disait Elcho, mais qu'il ne se limitait pas à promouvoir l'usage de psychotropes, mais aussi une forme de suicide assisté par un membre de leur groupe spiritualiste qui les attendait pour leur procurer des capsules de poison en échange d'une certaine somme d'argent. Effectivement, Gomez s'assurait que l'obscure société à laquelle ils appartenaient tous les 3 avait plusieurs centaines d'autres adeptes, croyant eux aussi à une connexion pseudo-scientifique entre l'électricité, les drogues et les êtres venus de là-haut. C'est même assez fou qu'il ait été relâché quand on y pense. Il savait possiblement ce qui leur était arrivé puisque selon un article publié plus tard, il aurait confessé avoir pris part à une sorte de rituel électrique sur la plage d'Atafona avec eux déjà bien avant leur mort. Selon l'article, ils auraient alors installé leurs instruments pour ensuite être confrontés à une drôle d'apparition, celle d'un objet lumineux flottant à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de la mer. Évidemment, ce ne sont là que les dires d'Elcho lors de ses témoignages, des dires qui feront dans un premier temps rire à la police. Problème, encore une fois, plusieurs témoignages affirment bien avoir vu un objet volant étrange à la période mentionnée par ce dernier sur la même plage. Ce qu'il se serait passé ensuite ? L'OVNI aurait explosé violemment et la déflagration se serait fait sentir à plus de 15 km à la ronde.
L'affaire aurait même fini par attirer l'attention de la marine. Alors oui, encore une fois, El Chio avait des alibis, il n'était pas là le soir du 17 août, mais il aurait très bien pu être au courant des agissements des membres du culte. Le cas d'Hermès aurait aussi pu être résolu. Il était peut-être dans le même groupe ésotérique, et lui aussi, malheureusement, avait cru les dires d'une organisation pseudo-scientifique œuvrant autour de Rio. Et si on reprend la théorie du suicide assisté, il est tout à fait possible qu'un homme se soit fait passer pour une sorte de passeur, peut-être l'homme qui conduisait la voiture et les a conduits à Vintem. Dans le contexte de cette affaire, c'est honnêtement très dur de conserver l'esprit rationnel jusqu'au bout, tant certains témoignages portés sur le paranormal coïncident si bien entre eux. Alors, vous me direz qu'on n'a rien retrouvé dans les corps, mais le fait est qu'ils étaient déjà en décomposition, les rapports toxicologiques ne pouvaient de toute façon pas donner grand-chose. Et là, vous vous attendez peut-être à ce que je vous donne un dernier détail, qui viendrait mettre une lumière nouvelle sur cette affaire. Non, désolé, mais je n'ai rien de plus à vous donner, surtout si c'est pour clarifier la situation. Je vous recommande ceci dit de plonger par vous-même dans ce terrier de lapin. Toutes les sources sur tous les sujets seront en description. Et pour ce qui est des lumières orangées, honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire. Peut-être qu'un objet volant connu à ce soir-là a été confondu avec un ovni, peut-être même qu'un ovni a bien parcouru le ciel. Quoi qu'il en soit, j'ai de la peine à croire que le rapport entre ce dernier et la mort de Manuel et Miguel soit si direct que ce qu'on pourrait avoir envie de croire. Au début des années 30, on est en pleine Grande Dépression en Suède. La crise économique de 29 a fait ses dégâts et c'est dans ce contexte difficile que Lili Lindström, 32 ans, s'installe à Stockholm. Elle opte rapidement pour la prostitution, car dans ce Stockholm froid du début de printemps 1932, sa situation est plus que précaire lorsqu'elle déménage du sud du pays à la capitale. Et la prostitution, bien qu'illégale, était malheureusement à ce moment-là l'un des rares moyens de survie pour beaucoup de femmes en situation très compliquée. Lili vit donc seule dans un petit appartement de l'Atlas, un quartier qui était autrefois une zone industrielle occupée par AB Atlas, une entreprise d'outils pneumatiques, mais qui désormais est un quartier d'immeubles modestes aux rues larges, relativement discret, ce qui permet à Lili de pratiquer son occupation en toute discrétion en recevant ses clients à son domicile. Elle est en très bon terme avec sa voisine, Minnie Jansson, elle aussi travailleuse du sexe, à qui elle a l'habitude d'emprunter des préservatifs. Mais surtout, elle la comprend et la conseille, étant souvent mentionnée dans les rapports de l'époque comme l'une de ses seules fréquentations en dehors de ses clients. Les rues de l'Atlas sont calmes, Lili ne rencontre aucun problème majeur, mais elle reste toujours prudente. Car même si les rues restent silencieuses, cela ne veut en rien dire que l'un de ses clients ne se montrera pas dangereux. Elle le sait, mais pour l'instant, elle touche du bois, disons. La nuit de Walpurgis, c'est une fête païenne suédoise célébrée de ses feux de joie et de ses danses traditionnelles, qui vise à marquer le printemps. Elle a lieu durant la nuit du 30 avril au 1er mai, et ce soir-là, de 1932, la fête bat son plein dans les rues de Stockholm. Elle anime même légèrement le quartier discret de l'Atlas, et pour Lili, les festivités sont un bon moyen de se faire de l'argent. Il y a probablement des gens seuls, qui verraient leur solitude être amplifiée par la fête derrière leurs fenêtres, et qui auraient envie d'un semblant de compagnie. Lili décide donc de travailler cette nuit-là, et il est environ 21h lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique. Il faut se dire que ce téléphone, c'est une vraie aubaine pour son travail, très peu d'appartements environnants ayant accès à un combiné. Mais pendant ce temps, sa voisine Minnie entend la conversation à travers les parois mal isolées, et perçoit quelque chose de vraiment bizarre. La voix de l'homme qui est à l'autre bout du fil la perturbe vraiment. Elle est très rauque et semble légèrement distordue, comme si l'homme cherchait à parler différemment qu'à l'habitude, à modifier lui-même sa propre voix. La voisine recroise Lili quelques minutes plus tard dans le hall d'entrée. Elle va faire une course, peut-être pour acheter du vin ou des cigarettes, et elle lui dit qu'elle repassera la voir dans la nuit. Minnie a un mauvais pressentiment, mais en soi, c'est pas vraiment ses affaires et son but n'est pas d'être intrusive. Elle lui dit simplement de faire attention. Lili ne reviendra jamais la voir après sa course. Et le lendemain des festivités, Minnie s'inquiète d'autant plus qu'elle n'est pas sortie de l'appartement depuis sa rencontre avec son client. Est-elle encore à l'intérieur? Est-elle vraiment rentrée de sa course? Elle n'en sait franchement rien, mais c'est pas normal. Déjà, elle devait passer dans la nuit, ce qu'elle n'a pas fait, mais d'habitude, elle venait aussi lui rendre visite le matin, ce qui n'a pas non plus été le cas cette fois-ci. C'est décidé, si elle n'a pas de nouvelles dans les jours qui suivent, Minnie appellera la police. Le 4 mai, toujours rien. Le quartier et particulièrement son immeuble sont atrocement silencieux, comme s'il voulait lui faire comprendre quelque chose. Minnie appelle la police, imaginant déjà le pire et disons que la venue des enquêteurs ne la rassurera pas le moins du monde. C'est même bien plus terrible, ce qu'ils vont trouver est si étrange qu'ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Lili est retrouvée morte sur son lit, nue, face contre le matelas. Ses vêtements sont soigneusement pliés sur une chaise à côté du lit, comme si elle s'était apprêtée à aller se coucher.
Les causes de sa mort, elles semblent tristement évidentes. Elle a pris des coups à la tête, certainement infligés avec un objet contendant, ça fait pas trop de doute. Par contre, au milieu de cette horreur la plus complète, un détail perturbe beaucoup les enquêteurs. Lily est morte d'une hémorragie, certes, mais c'est bien pire que ça, son corps semble avoir été drainé de tout son sang. Pourquoi ? On a une petite idée. Mais avant de vous révéler la découverte la plus infâme qu'a faite la police sur les lieux, je tiens à vous dire que ça va devenir très vite encore plus dégueulasse, et je recommande donc aux personnes les plus sensibles de passer au sujet suivant. C'est bon ? Ce fameux indice, c'est une louche, posée au pied du lit. Elle est pleine de sang coagulé, et lorsqu'on met cela en relation avec l'histoire du corps drainé de son sang, on commence assez vite à voir un immonde tableau se dresser devant nos yeux. Les policiers supposèrent alors que le sang avait disparu pour une raison toute particulière, qu'il avait en partie disparu en même temps que son meurtrier, qu'il en avait bu. Et disons que ce crime déjà abominable va engendrer quelque chose d'autre de vraiment horrible. Tous les journaux de l'époque vont s'emparer de l'affaire, surnommant le tueur le vampire de l'Atlas, ajoutant alors une couche de sensationnalisme à l'histoire. Tout cela en ne montrant pas le moindre respect pour la victime qui n'est évoquée à ce moment-là par la presse qu'à travers sa profession de travailleuse du sexe. Le crime est d'une violence sordide et j'omets quelques détails que je ne peux pas prononcer sur YouTube. Mais tous les détails de l'enquête sont atroces, sauf que pour les médias, c'était juste un film d'horreur, une sorte de rituel intime, théâtral mené par un antagoniste de slasher, le vampire de l'Atlas, la nuit d'une fête païenne, déshumanisant alors complètement la victime au profit d'un sensationnalisme de mauvais goût. Alors j'en conviens, ce crime affreux, un soir de fête religieuse, peut amener à l'élaboration de théories scabreuses. Mais le fait est qu'on n'est même pas sûr à 100% que son sang ait été bu, et ici, la victime n'était considérée qu'à travers les circonstances bizarres de sa mort, ce qui revenait à complètement la déshumaniser. En revanche, vous vous en doutez, rien n'a été volé dans l'appartement, il n'y a aucun signe d'effraction, c'est pratiquement sûr que le meurtrier est ce client suspect qu'il a appelé la nuit du Valpurgis, l'état du corps laissant sous-entendre que le 4 mai, Lily était déjà morte depuis 3 jours. Les policiers vont fouiller partout dans les ruelles environnantes, interroger des dizaines de clients potentiels de Lily, ce qui ne mènera jamais à rien. Pareil du côté de son ex-mari violent, la raison principale pour laquelle elle avait initialement quitté le sud du pays, son alibi étant plus que solide. Pour enfoncer le clou, les témoignages divergent et évoquent des individus avec des caractéristiques différentes qui n'ont probablement rien à voir avec Lily. Et c'est avec la plus grande tristesse que je vous annonce qu'à part les articles de journaux que j'évoquais plus tôt, ce cas s'arrête là. Les seules traces diffuses de cette affaire sont des articles qui l'instrumentalisent en une forme de thriller, spéculant sur un rituel sataniste perpétré par un immigré venu d'Europe de l'Est, obsédé par les légendes vampiriques, ce qui est évidemment impossible à prouver. Et malgré les traces d'ADN sur le corps de Lily, les échantillons biologiques étaient complètement inutiles, les analyses d'ADN n'existant pas à cette époque. Il est possible, par contre, qu'il se soit agi d'un tueur en série, mais aucun crime avec le même mode opératoire n'a pu être rapproché de ce cas au fil du temps. Ceci dit, le quartier de l'Atlas avait déjà connu d'autres crimes isolés d'une sauvagerie rare, donc tout reste possible, mais ce qui ressort de tous les indices, même ceux que je n'ai pas pu mentionner ici, c'est qu'un client aurait massacré Lily pendant un rapport et aurait ensuite potentiellement tenté de boire son sang par curiosité morbide ou pour des raisons de fétichisme déviant. Depuis la nuit des temps, des gens disparaissent dans des circonstances incompréhensibles, souvent dans des parcs naturels ou autres zones rurales, des endroits où il n'y a presque pas de vie humaine. Vous me direz ceci dit, qu'il suffirait de retrouver la personne éviscérée, de croire à un complot ou à un phénomène paranormal pour rendre l'histoire intéressante alors que l'individu s'est peut-être juste fait attaquer par un animal sauvage. Sauf que ce qui définit ces cas, c'est justement qu'on ne retrouve presque jamais de corps, pas le moindre indice utile, et dans les rares cas où un corps est retrouvé, la situation est si bizarre que rien ne nous permet d'imaginer une hypothèse fiable. Ces gens semblent juste s'être évaporés de la surface de la Terre sans la moindre raison qui aurait pu les pousser à volontairement disparaître, et surtout dans des circonstances extrêmement floues. C'est sur ce genre de cas que va se pencher un ancien policier du nom de David Politz au début des années 2010, qui décida de passer au peigne fin des milliers de récits de disparitions mystérieuses qui ne faisaient selon lui pas le moindre sens. Il invente alors le terme Missing 411, destiné à classer ces disparitions plus mystérieuses que les autres, celles où ils n'ont pas laissé la moindre trace, comme si la réalité elle-même avait décidé de les effacer. Alors en soi, ce qui semble avoir frappé Politz à ce point, ce ne sont pas vraiment ces cas isolés, très bizarres et peu communs, mais plutôt l'inverse en vérité. C'est plutôt les patterns récurrents, des disparitions près des points d'eau au moment où le temps clair vire soudainement à l'orage, des enfants qui se téléportent et qui sont retrouvés sains et saufs dans des endroits improbables. Des victimes parfois retrouvées certes,
mais proprement habillés et sans aucun effet personnel. Il faut savoir que ces ouvrages sur les Missing 411 vont connaître un succès fulgurant. Pollitt va même lancer la production d'un film sur le sujet grâce à une campagne de collecte de fonds, et cet aspect de best-seller peut évidemment amener à des questions relatives au sensationnalisme de sa narration. Il faut dire qu'effectivement, les endroits éloignés et hostiles quant à leur faune et à leur climat sont particulièrement propices à des disparitions de ce type. Rien ne facilite la tâche des policiers dans ce genre d'endroit si un disparu est recherché. La pluie, les animaux, bref, la vie de la nature en général a de grandes chances d'avoir déjà effacé les rares indices qui pourraient mener au corps. Seulement, voilà, les ouvrages de Pollitt ont été à l'origine de plein de théories autour de portails dimensionnels, de cryptides, l'ancien flic ayant beaucoup travaillé notamment sur le cas du Bigfoot. Bref, vous voyez de quel genre de théorie je veux parler, et dans l'ensemble, il est assez probable que Pollitt ait renforcé certains aspects de ses histoires pour avoir quelque chose de plus mystérieux, presque de paranormal. Ceci dit, il y a des cas bizarres, je peux pas vous dire le contraire, mais comment est-ce que vous allez réagir si je vous dis que l'un des cas de Missing 411 les plus énigmatiques et troublants, survenu pourtant dans une zone pas si éloignée de toute civilisation et dans laquelle on aurait dû pourtant retrouver quelque chose, est aussi l'un des rares cas que je pense sincèrement résolu, malgré son étiquette de cold case. Laissez-moi vous raconter l'étrange disparition de Christopher Tompkins. Christopher est un jeune homme afro-américain né le 28 décembre 81 à Columbus en Géorgie. Au moment du drame, il a 20 ans et est décrit par ses proches comme sociable et travailleur. Mais tout bascule le 25 janvier 2002 lorsqu'il quitte le domicile de sa mère situé dans une petite communauté à environ 30 km de Columbus. Il l'embrasse avant de partir et prend son pick-up en direction des locaux de l'entreprise de topographie pour laquelle il travaille. Christopher ne vit donc pas vraiment dans un endroit exempt de toute civilisation. Il n'y a pas grand monde, on va pas se mentir, mais on n'est pas non plus au fin fond d'un parc naturel, même si le comté de Harris dans lequel nous nous trouvons propose un paysage typique du sud des États-Unis avec ses collines boisées, ses zones marécageuses et son climat humide et assez froid en hiver. Mais disparaître, il reste assez improbable. On n'est pas vraiment au milieu de nulle part. Lorsque Christopher arrive au travail dans la matinée, il laisse son pick-up sur le parking. Les équipes se déplacent la plupart du temps en covoiturage vers les sites isolés. Ainsi, il monte dans la voiture de l'un de ses collègues, avec 2 autres hommes dont le superviseur, Gary White. Arrivé à destination, une zone boisée vers County Line Road, les 4 hommes descendent de la voiture et traversent la lisière de la forêt. Pour le moment, il n'y a rien d'anormal. Personne n'agit bizarrement et encore moins Christopher qui avance tranquillement dans les bois derrière ses 3 collègues. À ce moment-là, environ 15 mètres séparent chacun des collaborateurs qui marchent l'un derrière l'autre. Ils s'arrêtent, placent leurs instruments de mesure et se mettent au travail. Christopher semble concentré sur sa tâche, mais durant l'après-midi, il se passe un truc très bizarre. L'un de ses 3 collègues, celui qui est le plus proche de lui, détourne un instant le regard de Christopher, peut-être pour ajuster l'un des instruments ou simplement pour noter une mesure. L'instant d'après, il jette un nouveau coup d'œil dans sa direction. Et disons qu'il ne reposera jamais les yeux sur ses mesures, en tout cas pas ce jour-là, car il reste bouche bée en regardant dans la direction de Christopher. En fait, il ne regarde dans la direction de plus personne. Chris n'est plus dans son champ de vision, il n'est plus là du tout d'ailleurs. Il vient littéralement de disparaître, de s'évaporer sans le moindre cri, sans la moindre végétation vraiment dense qui aurait pu le dissimuler. Rien. Plus aucune trace de ce dernier, même ses outils ont disparu, comme s'il n'était jamais venu avec eux et qu'ils avaient tout imaginé. Pour ses collègues, ça peut vouloir dire une chose, il se sentait certainement mal dans son travail, bien plus mal que ce qu'il ne pouvait le percevoir, et il est donc retourné discrètement, peut-être par honte aux locaux de l'entreprise. Il a quitté le travail en laissant ses 3 collègues en plan afin de montrer à quel point il n'en pouvait plus. Vous y croyez ? Non, c'est évidemment, ça fait aucun sens, et heureusement, ils vont pas rester dans ce déni bien longtemps. Tout est trop bizarre, ils auraient forcément entendu ou vu quelque chose. Christopher s'est évaporé en plein jour, et il a suffi d'un très bref instant pour qu'il disparaisse. Ses 3 collègues vont passer plusieurs heures à le chercher, mais rien, pas le moindre indice. La mère de Christopher est avertie vers 16 heures. Elle est sous le choc et n'y croit pas trop. Les membres de sa famille se rendent au plus vite sur les lieux. Ils doivent trouver quelque chose, et ils vont trouver quelque chose. Ce n'est pas Christopher qu'ils vont trouver, mais ce petit quelque chose qui attestera qu'il s'est bien trouvé là un peu plus tôt, et surtout qu'il s'est bien passé quelque chose d'inexplicable en apparence. Là, un peu plus loin que l'endroit où les 4 hommes travaillaient, il y a une clôture en barbelé. Et sur un des piquets en bois est accrochée une des chaussures de travail de Christopher, et par terre, ses outils. C'est à ce moment-là que la police est contactée, et par la suite, ses proches vont trouver une nouvelle confirmation qu'à un moment donné, Christopher s'est bien trouvé près de cette clôture en barbelé, puisque non loin de là où se trouvait sa chaussure, il trouve également un morceau de tissu déchiré du pantalon qu'il portait ce jour-là. Et c'est tout pour le moment. Mais 5 mois plus tard, un fermier local voit quelque chose émerger d'un marécage qui se trouve sur son terrain. Il s'approche, et il voit une chaussure, une botte de travail plus précisément, assez résistante, probablement adaptée à un travail en zone boisée.
Vous l'avez compris, il vient de découvrir le dernier indice en date relatif à la disparition de Christopher. Depuis, plus rien. Le cas n'a jamais été résolu, mais il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle depuis le début de l'histoire? En fait, on n'a pas d'autres témoins que ses 3 collègues. Tout ce qu'on sait sur l'après-midi de sa disparition vient d'eux. Et s'il mentait depuis le début? Déjà, il faut savoir que la mère de Christopher n'avait pas été mise au courant en premier. Gary White, le superviseur, en avait parlé à sa femme au préalable. Qu'est-ce qu'elle était censée faire? On n'en a aucune idée, mais le premier réflexe de n'importe qui aurait été d'appeler les proches du disparu ou la police. Mais ici, ce ne fut pas le cas. De plus, les collègues de Christopher ont affirmé qu'ils avaient minutieusement fouillé la forêt pendant des heures. Alors pourquoi n'ont-ils pas trouvé les indices perchés au niveau des barbelés? Et d'ailleurs, ces clôtures et ces indices, ça fait un peu scène de film, non? On dirait presque que quelqu'un les a placés là pour les mettre en évidence, afin de brouiller les pistes. Et on est en droit de se demander si cette disparition si inexplicable et énigmatique en apparence l'est tant que ça. Évidemment que l'hypothèse la plus courante, c'est juste que ses collègues mentent. Ils avaient affirmé que Chris agissait bizarrement depuis quelques semaines, qu'il avait peur de quelque chose. Mais là aussi, c'est les seuls à avoir remarqué ça. Ce qui reste le plus étrange, par contre, c'est qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Mais si l'hypothèse du mensonge tient, on peut se dire qu'ils auraient très bien pu passer tout l'après-midi à le cacher, à brouiller les pistes plutôt qu'à le chercher. Tous les 3 auraient donc réussi à se coordonner pour le faire disparaître, et cette théorie est certainement pire que celle du Missing 411. Christopher aurait été victime d'un meurtre, et la police aurait potentiellement fait confiance à ses agresseurs qui ont été interrogés certes, mais qui ont très rapidement été écartés de tout soupçon. Imaginons donc qu'il l'ait tué. Pourquoi? Là, c'est plus complexe de répondre. Il n'avait aucun mobile clair en apparence, on ne sait pas ce qui se passait au travail depuis des semaines, mais les hypothèses évoquent souvent un crime raciste. Christopher était noir dans une communauté blanche à plus de 80%, et si le comté de Harris possède ces paysages et ce climat dont je vous parlais plus tôt, il faut dire que c'est aussi une région marquée par les tensions raciales qui se sont intensifiées après la guerre de sécession. Disons que la défaite des Confédérés n'a pas atténué ces tensions, qui ont explosé sous forme de lois ségrégationnistes et de mécanismes sociaux visant à maintenir une forme de suprématie blanche. Dans ce contexte, il est possible que Chris ait été victime d'un crime raciste qui aurait été couvert par les autorités. Mais je me dois de vous le dire clairement, on n'est vraiment pas sûr de ça, on n'est même pas sûr que ses collègues soient vraiment coupables de cette disparition. Mais ça nous met quand même la puce à l'oreille. Si on en croit leur dire, Christopher aurait mystérieusement disparu, étant victime d'une force paranormale qui aurait ensuite tapissé une clôture de preuves. Soyons honnêtes, après tout ça, vous pensez qu'il y a plus de chances que ses collègues aient menti, ou qu'il ait bien croisé la trace d'un cryptide qui l'aurait fait s'évanouir derrière les feuillages sans le moindre bruit. Il en va de même pour la théorie récurrente de la crise psychotique. Ils auraient dû voir ou entendre quelque chose. Et si son corps était tout simplement enfoui à l'endroit où sa botte avait ressurgi, là, dans le marécage de l'agriculteur. Fin de l'hiver 1922, la petite ferme isolée d'Interkaifeck, située à 1 heure de Munich, à la lisière de la forêt, abrite la famille Gruber. Les Gruber qui, disons-le sincèrement, passent un hiver vraiment compliqué. Pas parce que les affaires de la ferme se portent plus mal que d'habitude, non, pas vraiment, mais plutôt car même si la nature bavaroise peut s'avérer hostile, bruyante, voire angoissante pendant ces longues nuits d'hiver, ils ne savent pas comment tirer du sens de certains phénomènes étranges ayant lieu autour de la ferme depuis quelque temps. En conséquence, la santé mentale de toute la famille commence à vaciller. Et pour vous parler un peu plus de cette famille et de leurs propriétés, la ferme appartient à une femme du nom de Victoria. Elle en a hérité peu avant la Seconde Guerre mondiale, de sa mère Cecilia et de son père Andrea, qui vivent tous deux encore dans la maison. Victoria a 2 enfants, Cecilia, 7 ans, baptisée volontairement du nom de sa grand-mère, et le petit Joseph, qui a 2 ans. Il faut savoir que les 2 enfants n'ont pas le même père. En fait, avant la guerre, l'union de Victoria et d'un certain Karl donna naissance à Cecilia. Mais ce dernier partit à la guerre peu après et mourut malheureusement dans les tranchées. Et quant à Joseph, on n'en sait rien. Et c'est assez bizarre, les circonstances de sa naissance sont obscures et beaucoup de bruit court à ce propos du côté des voisins. On ne peut ceci dit pas parler des Gruber sans évoquer les événements qui les perturbent déjà depuis quelque temps. Disons que la famille est persuadée d'être stalkée. Au début, c'était pas grand-chose, juste un morceau de journal sur leur terrain, certainement égaré par le facteur. Mais un soir, Victoria aurait aperçu une silhouette qui les observait depuis les bois et qui se serait juste après évanouie dans les arbres environnants. C'est d'autant plus inquiétant lorsqu'on lit cet élément à la disparition d'une clé qui ouvrait la porte d'entrée dans les jours précédents. Andrea a aussi découvert un cadenas forcé, celui qui empêchait l'accès à la salle des machines, une petite pièce collée à la grange, elle-même connectée aux appartements. Heureusement pour les Gruber, impossible de passer par là, les 2 n'étant pas connectés. Mais un intrus avait-il donc cherché à s'introduire chez eux? Possible. Vraiment possible, car vers la fin du mois de mars, Andrea remarque des traces de pas dans la neige. Elles mènent à la grange, mais
n'en repartent pas, comme si l'intrus s'était volatilisé devant le mur. À ce propos, déjà 6 mois plus tôt, Krissensrieger, leur ancienne domestique, avait quitté la propriété. Ça faisait bien trop longtemps que sa paranoïa grandissait, et peut-on la blâmer? Pas vraiment, quand on sait qu'elle voyait la poignée de la porte de sa chambre trembler pendant la nuit, que des grattements et des pas légers provenant du grenier l'empêchaient de dormir. Honnêtement, même pas sûr que ça soit de la paranoïa, car ces bruits, la domestique n'est pas la seule à les avoir entendus, étant donné que le 30 mars 1922, Victoria révèle à son père qu'elle aussi a vu son sommeil être troublé par des grattements secs qui venaient du grenier. Andrea décide alors d'y monter, armée d'un fusil de chasse et d'une lanterne, mais rien ni personne n'y sera trouvé. Et si leur ancienne domestique, qui croyait dur comme fer que la demeure était hantée, avait vu juste. Le fait est que la vie avance. Il faut bien manger, les Gruber continuent leur routine fermière. Préparer le pain, traire les vaches, nourrir les animaux. Mais la vérité, c'est que tout ça commence vraiment à leur peser. Ça devient trop bizarre. Si bizarre qu'Andrea, connu pourtant comme quelqu'un d'antipathique et de très secret, finit par en parler à un voisin qu'il croise ce jour-là, Lorenz Schlittenbauer. Ce dernier lui propose d'alerter la police, ce qu'Andrea refuse. Le 31 mars 1922, une nouvelle domestique, Maria Baumgartner, est déposée par sa sœur à la ferme d'Hinterkaifeck. Elle ne se doute évidemment pas de ce qui l'attend et, fatiguée du voyage, elle s'endort sans problème pendant que les occupants de sa nouvelle maison se préparent pour la nuit. Dès le lendemain, toute la famille commence à se montrer étonnamment discrète. Cecilia ne se présente pas à l'école, ce qui n'alerte que peu ses professeurs étant donné qu'elle tombait très souvent malade. Mais ce qui est un peu plus étrange, c'est la venue de ces 2 livreurs de café qui toquent à la porte, sans obtenir la moindre réponse et qui remarquent surtout en observant par les fenêtres que l'intérieur de la bâtisse semble exempt de toute vie. En soi, ils peuvent avoir quitté le domicile, mais c'est vraiment bizarre que toute une famille de fermiers l'ait quitté en même temps. Tout semble ceci dit rentrer dans l'ordre le soir même, lorsqu'un charpentier qui se balade non loin de la ferme aperçoit de la fumée qui s'échappe de la cheminée des Gruber, ainsi qu'un homme errant vers la grange avec une lanterne, possiblement Andrea. Ils seraient donc tous revenus? Il y a quand même un truc qui cloche, non? La religion était importante aux yeux des Gruber, et principalement pour Victoria. Vous imaginez donc bien que l'église voisine fut un peu surprise lorsqu'elle ne s'y rendit pas pendant plusieurs jours. Car oui, au-delà de leur domaine, de cette cheminée fumante et de cet homme traversant la propriété, aucun membre de la famille n'avait donné signe de vie depuis la nuit du 31. C'est le 4 avril qu'on en apprend un peu plus, lorsque Lorenz, le voisin, commence vraiment à se questionner. Un réparateur s'est présenté à ses enfants pour avertir qu'il avait retravaillé une machine dans la ferme voisine, mais que personne ne l'avait accueilli. Et il a même été très patient, tout simplement car il a croisé le chien de la famille enchaîné à une porte. Il s'est donc dit qu'il montait la garde en attendant le retour de ses propriétaires, et il a alors attendu 1h30 devant la grange. Vu que personne ne lui a ouvert, il a fini par rentrer dans la salle des machines pour faire son travail. À ce moment-là, Lorenz envoie son fils et son beau-fils pour inspecter la ferme. Il ne trouve rien, et c'est alors accompagné de 2 autres voisins qu'il décide lui-même d'aller jeter un coup d'œil. Il force la porte de la grange et n'ont pas besoin de fouiller bien loin pour comprendre que quelque chose d'affreux a bien eu lieu la nuit du 31. L'atmosphère elle-même le fait comprendre. Ça sent mauvais, les animaux commencent à vriller, et l'un des 3 visiteurs trébuche. Ils ne trébuchent pas sur n'importe quoi, et ils réalisent alors qu'ils ont failli passer à côté de cette découverte sordide. Juste là, un pied dépasse de la paille. Et sous la paille, il n'y a pas quelqu'un qui dort, vous commencez à comprendre. En revanche, il y a les corps massacrés de Victoria, d'Andrea et des 2 Cecilia. Lorenz ouvre la porte d'entrée et découvre alors le corps de Maria, la domestique, dans sa chambre. Il en va de même pour Joseph, retrouvé dans une poussette dans la chambre de sa mère. Tous blessés violemment à la tête, Victoria et sa mère présentent quant à elles des traces de strangulation. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ça, c'est une question que j'aurais aimé ne jamais me poser, parce que lorsqu'on met en relation tous les événements étranges relatés par la famille avec les découvertes de la police, il s'érige devant nous l'un des cas de stalking les plus terrorisants de l'histoire. Mais avant de vous narrer ce qui a bien pu se passer pendant cette nuit de l'horreur, laissez-moi vous parler un peu de la face cachée de cette, en apparence, discrète famille de paysans. Car déjà bien avant qu'il commence à se sentir stalké, tout ne se passait déjà pas pour le mieux, et Andrea, le père Gruber, était la source de ragots vraiment sales. En fait, vous vous rappelez de Karl, le père de la petite Cecilia, qui a fini par mourir à la guerre, laissant alors planer un mystère sur l'identité du père du petit Joseph. Eh bien, selon les habitants des environs, ce père, ça serait Andrea lui-même. Et sachez que ces rumeurs ne partent de loin pas de nulle part. Lui et Victoria auraient un jour été surpris dans la paille par une domestique et il est aujourd'hui acté qu'il abusait sexuellement de sa fille. C'était une vraie raclure, il était connu de tous pour être violent et semblait avoir une certaine emprise sur sa famille qui évitait les interactions sociales.
Certaines théories supposent même que la petite Cecilia n'était pas si souvent malade que le pensait son école, mais qu'Andrea l'empêchait d'y aller régulièrement pour cacher de potentielles traces de violence. Vous comprenez donc que malgré l'apparence de petite ferme paisible, la propriété d'Interkaifeck abrite d'obscurs secrets de famille, certains qui n'ont même probablement jamais été découverts à ce jour. Et aussi, contrairement aux apparences, elle dissimulait pas mal de richesses, une quantité assez folle pour l'époque d'or de bijoux, qui servait d'économie stable dans une Allemagne en proie à l'hyperinflation laissée par la guerre. C'est pour ça que la police sera plus que surprise lorsqu'elle remarquera que malgré ce contexte de précarité d'après-guerre, toutes les richesses de la famille Gruber se trouvaient encore dans la maison. La raison de ce massacre était donc tout autre. On peut même se demander s'il y en avait une, tant ce que je vais vous décrire dans quelques secondes est brutal et vraiment badant. Pendant la fameuse nuit du 31, l'ordre reste par contre inconnu. Andrea, sa femme, sa fille et sa petite-fille auraient été attirés un à un dans la grange, avant d'être violemment massacrés sous les coups de l'intrus qui se terrait dans leur maison. Des coups assénés avec un outil agricole similaire à une pioche, ils seraient ensuite rentrés dans la maison par cette porte communicante où dormaient encore Maria et Joseph, qui furent à leur tour tués par le stalker. L'arme du crime ? Introuvable pour le moment, mais au vu des blessures, il s'agit probablement d'une pioche ou d'une sorte de houe. C'est absolument infernal comme situation. Quelqu'un était là depuis le début. Il les observait, attendant je ne sais quoi pour finalement passer à l'acte le soir du 31 mars 1922. Depuis tout ce temps, il avait réussi à esquiver, à ne jamais trop en montrer pour que la police ait de vraies raisons de venir fouiller la ferme. Mais il était là, probablement depuis un bon moment, puisque l'ancienne domestique entendait déjà des bruits. L'intrus semblait effectivement avoir logé dans le grenier. Des tas de foin qui s'y trouvaient étaient affaissés, comme si quelqu'un s'était couché dessus, et il y avait aussi des excréments. La police put aussi découvrir un détail inquiétant. 2 tuiles avaient été retirées du toit, et le trou qu'elles avaient laissé offrait une place de choix, pour observer les habitants de la demeure lorsqu'ils se trouvaient dans la cour. En plus de ça, je vous rappelle que le 1er avril, Cecilia avait déjà cessé de se rendre à l'école. Victoria n'allait plus à l'église, bref, tout le monde était déjà mort. Mais pourtant, un homme a bien dit avoir vu de la fumée dans la cheminée et une silhouette rôdant sur le domaine des Gruber. Ce que ça veut dire, c'est assez simple. L'intrus est resté sur place. Il a dormi dans les lits de la famille, s'est nourri de leur pain dans leur salle à manger. Il a vécu entre les corps en début de décomposition sans craindre les moindres représailles après avoir vécu des mois dans leur grenier. Alors, a-t-on une idée de l'identité du tueur ? Oui, mais l'enquête avait déjà très mal commencé, car Lorenz avait laissé l'information s'ébruiter, laissant alors le choix aux gens des alentours de venir manipuler les corps, disserter sur la situation, etc. L'heure précise des décès ne fut jamais déterminée, mais laissez-moi vous donner un détail glaçant sur la mort de la petite Cecilia. Elle a mis pas mal de temps à mourir. Plusieurs heures de lente agonie à s'arracher littéralement les cheveux de douleur et d'incompréhension. Et il y a de quoi être dans l'incompréhension. L'or et les bijoux étaient toujours là, et malgré les horreurs commises par Andrea, c'est bien toute la famille qui avait été massacrée. L'année suivante est celle de la démolition de la ferme, et on découvrira alors l'arme du crime, une pioche maculée de sang et de cheveux, dissimulée dans une cavité entre des lattes de bois au niveau du grenier. D'ailleurs, parlons-en de ce grenier, car il semble assez clair que l'intrus y squattait, et aussi parce qu'une autre découverte angoissante put être faite, une corde accrochée dans la grange. Pourquoi c'est si étrange ? Eh bien parce que de base, le seul moyen d'accéder aux hautes parties de la maison, c'était un escalier à l'intérieur, ou une échelle qui se trouvait à l'extérieur du bâtiment. Mais ça aurait fait du bruit, et cette corde expliquerait comment le stalker aurait pu se trouver dans le grenier sans jamais qu'on l'y entende monter. À ce propos, sachez que les reproductions ont démontré qu'un cri de terreur provenant de la grange n'était pas audible depuis les pièces à vivre. Et ça peut complètement remettre en cause le déroulement du crime. Ça voudrait dire que soit les Gruber se seraient succédés dans la grange parce qu'ils ne voyaient pas les autres revenir, ou alors que la grange n'aurait servi que de dépôt pour les corps. Dans ce cas, le meurtrier aurait surpris la famille dans l'une des pièces à vivre après être descendu du grenier. Ce qu'il reste à comprendre, c'est est-ce qu'il était seul et quand est-ce qu'il est rentré dans le grenier pour la première fois. Et ça, malheureusement, on ne le saura probablement jamais. Mais le fait est qu'au moment où il est entré pour la première fois, il s'est probablement passé sensiblement la même chose que lorsque les traces de pas ont disparu devant la grange. Il a probablement utilisé une échelle avant de s'encastrer dans une ouverture en hauteur. Ça expliquerait les traces de pas qui s'arrêtaient devant le mur. Imaginons qu'il soit monté avec l'échelle, qu'il aurait ensuite pu retirer en la tirant depuis le grenier. Il aurait ensuite installé la corde afin de faciliter sa mobilité, l'emplacement de cette corde étant vraiment plus que suspect. Mais à propos de suspect, y en a-t-il vraiment ? Oui, même énormément, et sachez qu'on a de très bonnes raisons de croire qu'il s'agissait depuis le début d'un homme qui connaissait très bien les Gruber.
En fait, leur chien était connu comme étant assez agressif. Il avait un jour blessé la petite Cécilia à la joue. Pourtant, il n'a jamais réagi aux intrusions et aux rôdeurs de la grange, comme s'il connaissait déjà l'intrus et avait confiance en cette personne. Il était attaché quand le réparateur est venu, certes, mais les Gruber l'attachaient en vérité durant la nuit. En journée, il était tout à fait libre. D'ailleurs, la présence du chien pourrait nous révéler quelque chose d'autre. Il n'était plus attaché et était blessé lorsque Lawrence a découvert les corps. Le stalker était peut-être encore sur place lorsque la machine a été réparée. Aussi, il faut comprendre que selon le témoignage de Chris Henstridger, leur ancienne domestique, beaucoup de gens étaient déjà au courant des histoires d'inceste autour d'Andrea et beaucoup de gens savaient que les Gruber étaient très riches pour une famille de paysans. Dans ce contexte, on comprend rapidement qu'ils étaient haïs par une grande partie du voisinage ainsi que par certains des ouvriers agricoles qui avaient travaillé pour eux. Les Gruber ne déclaraient pas leurs travailleurs et ils payaient très mal malgré leur argent. Certains d'entre eux, les frères Blischer, auraient même affirmé que toute la famille méritait de mourir pour toutes ces raisons. Vous comprenez donc à quel point il y a beaucoup de suspects potentiels. Le problème, c'est que la plupart des hypothèses tombent à l'eau quand on se rend compte que rien n'a été volé dans la maison. Par exemple, l'histoire des frères Thaler, deux voleurs que l'ancienne domestique voyait en suspect. Ils s'étaient déjà fait chasser par Andrea au fusil alors qu'ils essayaient de piller la salle des machines de la ferme. L'un d'eux se serait même pointé un soir à la fenêtre de Rieger pour lui demander des informations hyper précises sur les habitudes de ses employeurs, et à ce moment-là, il en aurait profité pour regarder attentivement l'agencement de tous les bâtiments de la ferme, tout en jetant des regards frénétiques en direction du grenier, comme s'il savait que quelqu'un rampait sur les planches de bois, là, juste au-dessus des chambres. Mais eux, ils auraient volé quelque chose. Pour vous montrer l'autre facette des témoignages d'Hinterkaifeck, je me dois aussi de mentionner cet interrogatoire mené bien plus tard, en 51, où sur son lit de mort, Crescenza Mayer confesse que ses deux frères, Adolf et Anton Gumps, sont les meurtriers d'Hinterkaifeck. Alors, ça peut paraître cohérent. Il faut savoir qu'Adolf Gumps était au moment des meurtres membre d'une organisation paramilitaire d'extrême droite, qui fut notamment à la base du massacre de 9 paysans en Pologne durant les insurrections de Silésie. Alors, est-ce que l'hypothèse est vérifiable? Non. Déjà, elle parle 30 ans trop tard, et Adolf était mort en 44. Vous me direz que je vais chercher trop loin, que ça semble évident, qu'elle a probablement cherché à faire disparaître un dernier soupçon de culpabilité avant sa mort, qu'elle a probablement dit la vérité. Peut-être, mais le problème c'est que son frère criminel mort 7 ans plus tôt faisait un parfait bouc émissaire, trop parfait, presque trop arrangeant, alors que la police offrait une sacrée somme d'argent pour toute dénonciation liée au meurtre d'Hinterkaifeck. Il ne sera donc jamais possible de prouver si elle a dit la vérité ou si elle avait juste l'espoir que sa famille reçoive une prime, car elle ne sera de très loin pas la seule à dénoncer un proche dans le cadre de cette enquête. En revanche, il y a deux hypothèses un peu plus intéressantes. Premièrement, celle de Karl, le mari de Victoria, décédé à la guerre. Et si c'était lui? Impossible, vous me direz, il est mort. Eh bien, c'est là-dessus que se base la théorie. Il était courant à l'époque, en temps de guerre, de déclarer mort des soldats ayant subi une attaque de gaz ou une déflagration violente sans aller le vérifier afin d'éviter tout risque. Il aurait alors appris les rumeurs d'inceste liées à la naissance du petit Joseph, et c'est alors brisé par la guerre qu'il aurait décidé de massacrer la famille par honte ou par vengeance. Mais en vrai, ça ne fait pas trop de sens. Sa propre fille a aussi été massacrée, et c'est elle qui semble avoir le plus souffert avant de mourir. Et il faut en plus de ça partir du postulat que Karl n'est jamais mort, ce qui reste peu probable. Plusieurs personnes ayant confirmé l'avoir vu mort sur le champ de bataille. En plus, cette haine se serait probablement centrée sur Andrea. Mais on n'a pas oublié quelqu'un, un individu qui depuis le début gravite d'un peu trop près autour de la famille de fermiers, quelqu'un qui serait même le vrai père de Joseph. En 1918, après la mort de sa femme, Lawrence, le voisin, a commencé à entretenir une relation avec Victoria. Il savait très bien, comme à peu près tout le monde, qu'Andrea avait une relation malsaine avec sa fille, mais sa fille qui, quant à elle, probablement encore sous l'emprise de son père, souhaitait uniquement que Lawrence revendique la paternité de Joseph, pour séparer son image et celle de son enfant de celle de la dépravation de ce dernier. Dans un premier temps, le voisin préfère signaler les agissements d'Andrea à la police. Il est emprisonné un moment et Victoria demande à nouveau à Lawrence pour Joseph. Il finit par accepter, mais des altercations éclatent entre lui, Victoria et Cecilia par rapport aux pensions alimentaires. Étant donné qu'il refusait catégoriquement, Victoria finit par abandonner, mais leur relation était toujours d'actualité à ce moment-là, et Lawrence évoquera même sa volonté de se marier avec cette dernière si Andrea arrêtait ses relations avec, ce qu'il refusera littéralement de faire. On peut prendre ça comme des aveux de ses agissements. On sait qu'à la base, la volonté de se marier était celle de Victoria. Par contre, nous n'avons toujours pas le fin mot concernant l'identité du père de Joseph. Lawrence avait une relation plus que sulfureuse avec les Gruber, malgré qu'elle se soit en théorie apaisée après sa rupture avec Victoria et son nouveau mariage en 1921.
On ne sait rien de la rancœur qu'il nourrissait envers eux. Il était donc déjà suspect pour cette raison. C'était le voisin le plus proche de la famille, mais c'était aussi lui qui avait largement troublé l'enquête et lors de son interrogatoire, il aurait violemment jugé Victoria malgré leur relation passée, déclarant qu'elle était en gros une femme facile aux mœurs légères. La voilà donc la théorie principale. Il se serait peut-être passé quelque chose qu'on n'a jamais su, ou alors son dégoût pour cette famille grandissait de jour en jour, jusqu'à cette nuit du 31 mars où il aurait décidé de les confronter de manière plus convaincante, disons. Ce soir-là, ça aurait mal tourné, très mal tourné, et Lawrence les aurait tabassés à coups de pioche avant de jouer le double jeu auprès de la police en faisant croire que lui et 2 autres voisins venaient de tomber par le plus malheureux des hasards sur 6 corps dans la ferme voisine. D'ailleurs, à l'inverse, vous trouvez pas que c'est un heureux hasard qu'il ait pu ouvrir la porte d'entrée ? Avec quelle clé ? La porte n'était pas ouverte, Andrea était complètement paranoïaque et fermait tout à double tour. Serait-ce la fameuse clé perdue ? C'est de loin l'hypothèse la plus plausible, et ça expliquerait pourquoi rien n'a été volé. Il était juste habité d'une haine viscérale, et ça expliquerait aussi pourquoi le chien était détaché au moment des fouilles. Il l'aurait détaché pour brouiller les pistes, mais le chien l'aurait attaqué après avoir perdu sa confiance en lui le soir précédent lors du massacre de ses maîtres. Seulement, voilà, si c'était lui, pourquoi était-il dans le grenier alors que c'était le voisin ? Il était déjà proche de la famille. Personne ne sera jamais inculpé pour ces meurtres, l'enquête avait été menée de manière chaotique et il y avait bien trop de suspects. Il reste en face de nous un crime sans le moindre sens, qui contribue à l'aura si mystérieuse et obscure qu'a Hinterkaifeck. Rien ne garantit même que le meurtrier ait agi seul, et je me questionne toujours honnêtement face à la nature de cette tuerie. Et si le meurtrier était l'un des ouvriers agricoles ? Et si chercher un suspect avec un mobile n'était pas insensé ? Et si rien n'avait motivé ce crime autre qu'une fascination morbide pour cette famille, une obsession maladive qui avait tourné au carnage ? Ou alors serait-ce bien Lawrence qui se serait caché dans leur maison pour confirmer ce qu'il se disait d'eux, pour le voir de ses propres yeux ? Les cold cases, c'est un énorme pan de l'horreur pourtant en légère marge des cas de true crime classiques. Dans le cas d'un tueur en série, on se questionne sur ce qui aurait pu le pousser à des actions si horribles. Sa psyché est analysée et nous finissons par nous retrouver en face de cas ultra documentés. Lorsqu'on creuse un cold case, c'est précisément l'inverse qui se passe. On se demande qui a pu le commettre, comment et pourquoi. On ne sait rien et notre imagination se mêle à nos spéculations, ce qui amplifie le phénomène. Je pense que c'est pour ça que ces cas m'ont tant perturbé, et c'est assez similaire à ce que je disais dans ma vidéo sur les Lost Media. Leur côté caché menait à la spéculation, et la spéculation sur ce genre de sujet amène à la terreur. En tout cas pour moi. Ça m'a pas laissé indemne, et je voulais partager ces peurs, ces terreurs même avec vous. J'aimerais tout de même, au risque de paraître redondant, terminer là-dessus. Rappelez-vous que tous ces cas concernent des morts d'êtres humains comme vous et moi, et ils auraient au moins mérité qu'on se souvienne d'eux différemment qu'à travers de simples faits divers, raison pour laquelle les prénoms ou noms des victimes ont été mentionnés le plus souvent possible dans cette vidéo, même si ça a pu créer quelques répétitions. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ce qui aiderait par la même occasion le référencement de cette vidéo, ou tout simplement un message Insta. C'était Grave, portez-vous pour le mieux d'ici la prochaine fois.